Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie de Daniel Martinigol, donc bienvenue à vous. Bonjour. On se retrouve pour parler de L'Odeur du jour, votre dernier roman qui est sorti chez Hachette. Donc un public un petit peu différent des Aventures à Guédelon ou du dernier Bleuet qui vient d'être primé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la naissance de ce roman? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'écrire? Qu'est-ce qui a déclenché ce récit? En fait, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps. Moi, j'ai été professeur de français pendant des années, j'ai côtoyé beaucoup d'élèves et j'ai vu aussi à quel point la relation professeur-élève pouvait être enrichissante et non pas simplement « Ah, le prof, c'est méchant, individu qui m'en veut et qui met de mauvaises notes ». J'avais adoré littéralement une de mes professeurs de lettres quand j'étais collégienne et j'avais depuis longtemps envie de faire un roman sur cette thématique et il s'est trouvé que les éditions Hachette m'ont demandé l'année dernière si je n'avais pas un projet à leur soumettre pour la collection R, c'est-à-dire la collection roman d'Hachette Jeunesse. Donc c'était ciblé un peu young adulte d'emblée. J'ai évoqué cette histoire de relationnel entre les profs et les élèves avec la directrice d'Hachette Jeunesse. Et elle m'a dit, mais ça m'intéresse, fais-moi quelque chose, parce qu'on se tutoie, on se connaît depuis des années. Il faut dire qu'Hachette, c'est ma maison mère. J'ai publié pour la première fois, le premier roman que j'ai publié, L'Or Bleu, c'est en 1989 et c'est chez Hachette. Oui, donc ça remonte un petit peu. Il y a très longtemps, j'ai des relations privilégiées avec Hachette. Et j'ai donc écrit 4 premiers chapitres que je lui ai envoyés et elle m'a dit, écoute voilà, je lui ai ajouté une petite pointe de fantastique et elle m'a dit, moi ça m'intéresse, on fait un contrat et bon alors, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable pour un auteur d'écrire un livre quand le contrat est déjà signé et qu'on sait que le livre va paraître, c'est vrai que c'est particulièrement confortable. Sauf que, il y a eu un petit c'est pas un incident, c'est plus une chance, mais elle a envoyé ses 4 premiers chapitres chez Bayard pour le concours Jeunes écrivains, je bouquine. Et parmi je ne sais combien de soumissions faites par les éditeurs à Bayard pour essayer d'obtenir le choix d'un de leurs futurs romans pour le concours Je bouquine, il se trouve que c'était d'une façon totalement anonyme, ils ne savaient pas qui il lisait. Eh bien ce sont les premiers chapitres de l'odeur, enfin le début de L'Odeur du jour qui a remporté le succès de tout ce jury de sélection. Et là ils ont regardé exactement qui était l'autrice et ils ont découvert que c'était Daniel Martinigol qui avait donc jadis eu le prix Tam Tam Je bouquine au Salon du Livre de Montreuil. Et ça ne les a pas empêchés de dire c'est ce début de roman que nous voulons soumettre à nos futurs petits écrivains du concours Jeunes écrivains Je bouquine. Sauf qu'il y a eu un petit bémol, c'est que moi mon livre s'intitulait Mort d'un prof. Ce qui est beaucoup plus d'un coup pessimiste et glauque. Ça mérite d'être précisé quand même. Le titre provisoire, enfin pour moi le titre c'était Mort d'un prof. D'ailleurs apparemment il n'y avait pas du tout d'opposition chez Hachette. Mais je bouquine et toute l'équipe Bayard a dit on ne peut pas soumettre à des jeunes la suite d'un texte dont le titre est Mort d'un prof, ça va... disons-le, ça risque de crisper, ça risque de crisper les professeurs qui devaient travailler quand même avec les classes, et puis ça risque de tourner à la violence ou au déballage, etc. Alors on m'a dit gentiment, avec beaucoup de courtoisie, Daniel, est-ce que vous accepteriez de changer le titre de votre roman? Donc je comprenais, hein, j'ai été professeur de français, j'ai fait des concours d'écriture avec des classes. J'ai tout de suite compris qu'effectivement, mais je ne le savais pas, à la séquence je l'ai su. C'est évident, on va changer le titre. Et puis j'ai relu ces fameuses pages qui étaient soumises à la sagacité des futurs jeunes écrivains. Et j'ai vu l'expression L'Odeur du jour. J'ai dit voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est cette expression-là qui va faire. Alors tout le monde a été évidemment d'accord avec moi et on est parti sur l'idée que l'héroïne, Lily, sent tous les matins, juste avant d'ouvrir les yeux, au réveil,
bien niché dans sa couette, dans son lit, une odeur qui la frappe d'emblée. Une odeur prémonitoire, prémonitoire pour la journée en fait. Voilà, une odeur prémonitoire pour la journée parce qu'elle sent quelque chose qu'elle arrive à identifier. Hein. Ça peut être aussi bien du caramel que les sardines frites, etc. Elle identifie l'odeur en général et donc c'est lié à quelque chose qu'elle va vivre pendant la journée. Sauf que le matin où commence le roman, fatidique, elle sent une odeur absolument pestilentielle, une odeur épouvantable et elle ne comprend pas pourquoi et ça va amener donc à ce qu'elle s'interroge dans les premières pages du livre et que donc quand elle voit devant son école un jeune homme un peu étrange qui semble l'observer, etc. et qui en même temps semble distant. Alors il n'est pas net, non pas au sens artificiel du terme, mais au sens propre du terme, dire elle le voit flou. Quand il y a quelque chose ça, il semblerait que les autres, tout le monde n'a pas l'air d'avoir. Voilà, les autres ne le voient pas, ne le remarquent pas. Elle le voit, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on avait arrêté le texte pour que les jeunes du concours des jeunes écrivains Je bouquine essaient d'imaginer la suite. Et donc après, évidemment... Oui, donc c'était arrêté très tôt en fait, ils n'avaient pas encore le vrai problème... Ah oui, c'est vraiment le tout début. C'est le tout début. Le vrai problème du roman n'avait pas été encore découvert. Et ça a été intéressant de lire les suites parce que par un incroyable hasard, il y en a qui ont imaginé une suite qui ressemblait étonnamment à un roman. Il y en a d'autres qui ont fait des choses complètement différentes. Et les deux textes primés, celui de la gagnante, puisque c'est une jeune fille qui a gagné, une jeune fille de Dijon, j'étais très fière parce que c'est une Dijonnaise et moi j'ai fait toutes mes études à Dijon. Et l'autre, le texte d'une classe du Gard, je crois, du sud de la France. Ils sont tous les deux dans le numéro de mai de Je bouquine, où tout le monde, en ayant le début de mon roman, maintenant qu'il est paru, c'est facile, où on se réfère au Je bouquine de l'automne qui présentait le début. Tout le monde peut voir ce qu'est la classe et la jeune fille anti-magie. C'est très intéressant, c'est très intéressant. En plus, c'est fort bien écrit dans les deux cas. Et voilà, donc c'est l'histoire de Lilith qui a une petite vie bien tranquille de lycéenne. Pour moi, elle est en seconde, hein, c'est une vie tranquille et sage, hein, elle est plutôt sage. Elle est sage, voilà. Et puis, ben, voilà, donc maintenant que j'ai dit que le livre s'appelait Mort d'un prof dans le premier projet, elle apprend que sa prof préférée a été tuée. Comme dommage le collatéral d'un attentat, voilà, au cours de la soirée qui précédait dans Paris. Et elle est absolument effondrée par cette nouvelle. Et puis bon, bah, se met en route tout le système d'accueil des élèves, du fait que la prof n'est pas là. Enfin, les deux premiers chapitres montrent cet aspect des conséquences d'une information aussi dramatique sur les collégiens, le personnel de l'école, les lycéens, etc. Parce que c'est une école qui va du collège jusqu'au lycée. Et donc, on va essayer de gérer le traumatisme, on leur demande de parler. Et il y a le petit trublion, le garçon un peu imbu de sa personne, qui va se moquer de Lily et quelqu'un va se lever pour prendre sa défense. Il se trouve que c'est une élève qui s'appelle Angèle, une élève à problème que personne ne connaît vraiment parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle a été intégrée dans cette école. Et surtout, elle n'arrête pas de faire des bêtises. Enfin, elle fait tout pour être mise. Elle fait tout ce qu'il faut pour être vraiment mal vue. Et voilà qu'elle prend la défense de Lily. Ce qui est absolument improbable. Absolument improbable. Et ces deux personnalités de jeunes filles complètement opposées vont se rapprocher à l'occasion du décès de cette prof. Et elles vont trouver un peu bizarre
on leur dise pas plus de choses sur le décès de leur professeur, parce qu'elle l'adorait toutes les deux. Et elle décide qu'elle découvre qu'elle était à un endroit où elle n'aurait pas dû être. Qu'est-ce qu'elle faisait le long de l'ambassade d'Indonésie à Paris à 11h du soir alors qu'elle vit en banlieue, etc. Normalement avec ses deux enfants et son mari, etc. Elles vont commencer à mener leur enquête, mais ce qui va les sidérer complètement, c'est qu'elles vont comprendre à un moment donné que toutes les deux, elles voient un garçon, qu'elles sont les seules à voir. Mais elles ne voient pas le même. Sauf que voilà, Lily voit un brun et Angie voit un blond. Et ils n'ont pas du tout le même physique, etc. Et personne d'autre qu'elle ne les voit. Alors, voilà, on frôle un peu le roman fantastique. On va peut-être s'arrêter là parce que on sinon... va s'arrêter là parce qu'on en dira trop. Hein. Beaucoup trop, je crois. Mais je me suis régalée à écrire pour la première fois du fantastique. Parce que moi qui n'ai fait que de la science-fiction, du roman historique matinée de science-fiction avec le voyage dans le temps, je ne m'étais jamais frotté au fantastique où il y a des événements inexpliqués, etc. Parce que le flair de Lily va jouer un grand rôle évidemment dans l'enquête. Et puis finalement peut-être qu'elle n'est pas la seule à être touchée par ce phénomène. Lily, Angie, c'est quand même deux personnages carrément différents. Est-ce que c'est des associations que vous avez pu voir vous-même quand vous étiez professeur? Alors, des rapprochements improbables comme ça ou... Quand j'étais professeur, oui, j'ai vu ça, mais je l'ai vécu aussi. Il y a eu une période de ma vie de collégienne, sur la fin du cycle collège. Vous êtes rebellée? Je me suis rebellée un peu sous l'impulsion d'une camarade qui voulait vraiment, qui savait exactement ce qu'elle voulait faire. Moi, mon destin était tout tracé. Je devais avoir mon brevet des collèges en 3e et ensuite je devais entrer dans une école technique pour apprendre le secrétariat. Hein, j'aurais passé ma vie devant un clavier, mais enfin, c'est pas la même chose maintenant. Et puis elle voulait faire des études, etc. Et par une chance extraordinaire, on a eu la possibilité, parce qu'il y a eu une réforme dans l'éducation nationale cette année-là, qui nous a permis d'aller au lycée, de rattraper le cursus 6e terminal, alors que nous étions dans un cursus 6e, 3e seulement. Et nous sommes entrés en seconde au lycée. Et ça me... Enfin, comment dire, oui, c'est ça. Quand j'ai dit à mes parents, je veux continuer mes études, je veux aller au lycée, je veux aller en section littéraire, etc. Je veux faire quelque chose, voilà. On m'a regardé avec des yeux tout ronds et puis là on a compris que j'étais sous l'influence de cette camarade qui elle voulait faire des études. Voilà. Alors ça m'a poussé dans la bonne direction. Et ça va, ils n'ont pas trop... Non. J'étais très fière que j'ai mon bac après. Et puis j'ai vu la même chose aussi entre des associations qui semblaient très improbables entre des élèves. Et c'est vrai que l'amitié peut jaillir entre deux individus totalement différents à la faveur d'une petite étincelle qui fait que, c'est ce que je voulais montrer, et que, bon, contrairement à ce qu'on pense, l'affection, parce qu'il y a de l'affection qu'on peut porter à un professeur, le respect, l'estime, etc. Aimer aller assister au cours d'un professeur qu'on respecte, où on a envie de lui faire plaisir en ayant une bonne note, etc. Ça existe beaucoup plus souvent qu'on le croit au sein des établissements. Et en parlant de ce métier de professeur, donc c'est un premier roman qui parle de fantastique, enfin vous écrivez du fantastique. Est-ce que c'est la première fois que vous mettez en scène aussi une intrigue mais au cœur du roman aussi le professorat, en quelque sorte c'est une sorte d'hommage? Est-ce qu'on peut voir ça comme une sorte d'hommage à cette profession? Oui, j'ai adoré ce métier. Moi je sais qu'il y a énormément d'enseignants qui ne changeraient pas de métier pour rien au monde. Il faut dire que la condition du professorat devient de plus en plus difficile. Il y a énormément de jeunes professeurs, paraît-il, qui démissionnent rapidement parce qu'on a toujours des élèves absolument adorables dans chaque classe.
malheureusement, on peut avoir aussi des élèves qui sont mal canalisés, soit par le milieu familial, soit par l'environnement, etc. Moi, j'ai toujours pensé que chez tout élève, il y avait quelque chose qu'on pouvait sauver. Mais c'est difficile quand les classes sont lourdes, chargées, dans des situations familiales douloureuses. Moi, quand j'ai enseigné, on avait beaucoup moins d'élèves qui étaient tiraillés, si j'ose dire, entre des parents séparés, etc. Et c'est important pour moi de rendre hommage et aux enseignants et aux élèves. D'ailleurs, je leur ai dédié le livre. Le livre est dédié à tous les enseignants que j'ai pu rencontrer et aux élèves. La petite phrase au début. Oui, oui. Le livre est dédié à tous ceux que j'ai rencontrés en citant deux élèves qui ont été mes élèves, un jeune Adil et une jeune Zoémie. Donc ça va de A à Z, en disant que chacun va s'y retrouver. Mais je suis très fière de dire que parmi mes anciens élèves, il y en a qui sont déjà auteurs, autrices. Oh, vous avez fait des émules. J'ai fait des émules. Donc avec l'odeur du jour, vous quittez l'Uchronie de Guédelon, du dernier bleuet pour une enquête fantastique. Pourquoi? Est-ce que c'était aussi plus simple pour vous d'aborder certains sujets comme des sujets d'actualité, le terrorisme, les problèmes environnementaux à grande échelle? Je pense à un sujet qui va arriver, c'est l'huile de palme, enfin la déforestation, ce qu'on fait à la planète. Est-ce que c'était plus simple en fait de passer par ce genre-là? Je l'ai fait dans mes romans de science-fiction, avec une planète poubelle, avec la raréfaction de l'eau à la surface de la Terre. Je l'ai fait dans mes romans de science-fiction. Je voulais essayer de voir comment j'arriverais à intégrer ça dans un roman contemporain, sans justement prendre le filtre, le prisme de la loupe science-fiction, parce que je dis toujours que je grossis les événements grâce à la loupe science-fiction en les projetant dans le futur. Là, je voulais voir comment, oui, voilà, le terrorisme, etc., comment on pouvait se confronter en tant qu'auteur à un roman contemporain qui mettrait en scène des situations qu'on peut lire dans l'actualité, voilà, mais tangible là. Voilà, on est en plein dedans. Hein. La déforestation exportée, c'est le fait de dire que on ne va pas détruire nos arbres, mais on va détruire les arbres des autres. C'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup d'argent en jeu, ce sont des grandes multinationales, etc. Et donc, en fait, on crée chez les autres des problèmes dont on ne veut pas chez nous. Et moi, je m'adresse quand même là à des lecteurs, disons, à partir de 14, oui, 14 ans pour moi, 13-14. Mais ça peut être lu aussi par des lycéens et des jeunes adultes aussi. Il y a beaucoup de jeunes adultes qui ont lu le livre et qui m'en ont fait de bons retours. Et c'est vrai que par le biais d'une aventure, un petit peu une enquête, un peu mêlant le fantastique, etc., c'était plus facile peut-être à faire que de vouloir être trop didactique et trop donneuse de leçons. J'ai beaucoup aimé le faire. Et alors finalement, entre la science-fiction et le fantastique, c'était plus simple. C'est-à-dire que là, j'ai un petit problème. Il a fallu plus travailler sur certains points. La science-fiction, si j'ose dire, ça s'appuie sur des choses qui sont peut-être imaginaires, mais qui sont structurées avec des sciences imaginées, avec des conséquences à ces sciences, etc. Le fantastique, on est quand même, par définition, dans le flou. Oui, ça peut être un peu flou, il n'y a pas besoin d'avoir d'explications. Voilà, et je n'ai pas voulu faire une sorte de pirouette à la fin du roman en disant que voilà, elle a eu ça, un choc dans le nez, je sais pas quoi, qui l'a rendue fréreuse. Je ne voulais pas de cette espèce d'artifice qui est semblable à ce que j'ai toujours combattu chez mes élèves. C'est à la fin de la rédaction, et alors le réveil sonna, et je me réveillais, ce n'était qu'un cauchemar. Que fait parfois certains réalisateurs de films, hein, d'ailleurs. Non, j'ai toujours dit, moi, on a un imaginaire, on assume son imaginaire, on va jusqu'au bout de son histoire, et surtout, on ne dit pas que c'était un rêve, un cauchemar, ou je sais pas quoi. Et donc, j'allais pas infliger à mes lecteurs une solution comme ça à la fin du roman. Donc, je n'ai pas cherché à vouloir tout expliquer. Et certaines explications, mais je n'ai pas cherché à tout expliquer. Parce que c'est juste.
C'est à nous d'imaginer à la limite. Voilà, la définition même est fantastique. Alors Lily, Angie, est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? J'ai d'autres projets en cours. Normalement, Lily et Angie, on va les laisser vivre leur vie. Là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de suite prévue. Alors, donc, ça ne me gêne pas. Je trouve que ça se termine comme ça se termine. Comme ça. Il y a une fin très ouverte qui permet au lecteur d'essayer d'imaginer quelque chose à son goût, en fait. Hein. Moi, j'aimais bien aussi qu'on me laisse un petit peu sur ma faim. Hein. Ah, ça dépend les intrigues. J'aime bien, des fois j'aime bien savoir tous les détails, voilà. Là, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées quand même. Hein. C'est juste le don du flair qui n'est pas vraiment expliqué. Oui, mais c'est pas très important. C'est pas que c'est pas important, mais ça n'empêche pas de clore. Oui, le livre est quand même c'est vite que ça. Tout à fait. Donc la prochaine parution, le prochain écrit, il y a quelque chose en route? Oui, il y a des choses en route. Il y a toujours mon roman pour adultes que je digère lentement avec ce livre. Ça fait très très longtemps. Mais là, je vais m'y mettre sérieusement parce que j'ai vraiment envie de le faire. Enfin, de le finir, parce que j'ai déjà une grosse partie d'écrit. Et puis des projets jeunesse aussi, bien sûr. Je ne lâcherai jamais mes jeunes lecteurs parce que je me régale tellement à travailler pour eux et à les rencontrer. Donc un projet plus, pas vraiment science-fiction, plus anticipation. D'accord. Essayant d'imaginer quelque chose à un plus court terme. Très bien, et bien alors on va guetter les éditeurs pour voir vos prochaines sorties. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et on vous souhaite un bon festival.